Bienvenue dans Confidence d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout dirigeant du cabinet de fusion-acquisition, conseil, finance et transmission. Chaque premier mardi du mois, nous revenons avec un invité entrepreneur sur son parcours tout en faisant un zoom sur une problématique ou une opération qu'il ou elle a dû traverser. Cela peut être une reprise familiale, une transmission, un dépôt de bilan ou bien même le retournement d'une entreprise. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, on va parler du métier de youtubeur ou de créateur de contenu avec Jacques, alias Atmo, qui a une chaîne YouTube de tests automobiles avec 17 millions de vues. J'avais à cœur de creuser cette industrie pleine de préjugés, de fantasmes et voir ce qu'il y a sous le vernis. Son projet initial, plaquer son CDI pour se lancer à 100% sur YouTube alors que ça ne lui rapportait rien à l'époque. Un vrai projet entrepreneurial d'avenir, quoi. On va parler des enjeux créatifs, du business model, malheureusement assez incertain, des risques et des opportunités du métier de youtubeur. Encore une fois, vous trouverez tous les liens en description et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jacques, merci d'avoir accepté mon invitation. On va mettre les pieds dans le plat directement. T'es créateur de contenu, en effet, ou youtubeur. T'es surtout un gars qui est passionné d'automobile et qui en 2020 a fait un switch et a décidé de créer une chaîne YouTube pour parler d'automobile et notamment de Youngtimers, donc plutôt les voitures des années 90. 90-2000, oui. Mais plus le temps passe, plus la notion évolue aussi. Hein. Les Youngtimers, c'est les voitures d'il y a 20-30 ans. Donc, en fonction du moment aussi où on écoute l'épisode, ça peut varier. Les voitures d'aujourd'hui seront des Youngtimers demain. Comme on l'entend pas, tu n'es pas du tout de la région girondine. Alors, les Girondins, les anciens avaient un petit peu cet accent, hein, moi je trouve. Hein, mais non, moi je viens encore en dessous, je viens du côté de Tarbes, les Hautes-Pyrénées. Attention, okay. Ça rigole pas. Et donc ta chaîne YouTube s'appelle Atmo. T'as une chaîne secondaire aussi ? Jacques Seller. Jacques Seller. Parce que je m'appelle Jacques. Super. C'est des beaux jeux de mots. À l'image de ta production d'ailleurs. Voilà. C'est un ton assez léger, mais tout de même en apportant un minimum de sérieux pour remettre un contexte historique, ce genre de choses, quoi. Peux-tu rapidement te présenter ? Toi, ton parcours, ta vie, ton œuvre. Waouh. Peut-être qu'on va pas avoir assez de temps. Donc, je m'appelle Jacques, je viens donc des Hautes-Pyrénées. Je suis sur la région girondine depuis plus de 10 ans. Et donc, j'ai fait d'abord un bac ES, ensuite DUT, puis une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé en marketing digital dans la publicité pendant 5 ans à Bordeaux. Ça s'appelle Comment ça marche ? CCM. Tu sais, les sites internet où des fois, t'as des reviews de tests de je ne sais quoi. Et c'était aussi un gros blog pour aider les gens, d'où le nom. Comment ça marche ? Qui s'est fait racheter ensuite par Figaro. Il y a eu tout un schmilblick par rapport à ça. Et donc, j'y suis resté pendant 5 ans. J'étais bien. J'étais, on va dire, à l'aise financièrement. C'était plutôt un premier travail vraiment bien. Hein. C'était à la suite d'un stage. J'ai pas eu grand-chose à faire niveau effort. Mais ça me plaisait pas tant que ça. Parce que oui, la publicité sur Internet, remplir des cases avec des publicités un petit peu venant de tous les sens. Bon, c'est marrant 5 minutes, mais après, je trouve que j'avais rapidement fait le tour. Et en parallèle, donc, moi, j'ai toujours été passionné automobile depuis tout petit, hein. J'ai appris à lire sur les Auto Plus, par exemple. Donc, c'est vraiment une passion dévorante depuis l'enfance. Hein. Lorsque j'avais une bonne note, on m'offrait des petites voitures majorettes. Je sais pas si tu vois les petites majorettes. C'est très sympa. Bon, voilà. Pendant toute ma vie, vraiment, j'ai été passionné par ça. C'est d'ailleurs, j'y pensais il y a pas longtemps, toujours étonnant d'être fasciné par les automobiles lorsqu'on a moins de 18 ans, parce que finalement, on peut pas en faire grand-chose. Et moi, dès que j'avais 6 ans, c'était la folie. Et donc, au début des années 2020, il y avait déjà des chaînes YouTube qui étaient bien implantées. Donc, je regardais ça, je consommais beaucoup du YouTube, puis aussi du Turbo, Automoto. Il y avait une chaîne qui me plaisait particulièrement bien, c'était Villebrequin. Voilà, je pense que tu dois connaître aussi. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que ces deux personnages, qui aujourd'hui ont connu un destin... Ça va teaser le prochain BAO, donc boîte à outils, qui est mon émission spéciale. Okay. On va inviter quelqu'un qui est spécialisé dans les conflits entre associés. Wow. Un avocat qui est alors là, il y a du taf, là. Là, il y a un peu de boulot, ouais. Donc, mais à cette époque-là, je trouvais cette émission formidable. Et c'est vrai que je me suis dit, ils sont partis, entre guillemets, de quasiment nulle part. Pourquoi pas faire la même chose à ma modeste échelle, hein, parce que voilà, on y allait un petit peu mollo. J'ai donc fait ça en parallèle de mon travail pendant 2 ans. Et puis, c'est vrai que au fur et à mesure, je me suis dit, ça me plaît de plus en plus.
la chaîne clairement gagnait un petit peu en notoriété sans que ce soit vraiment viable. Malgré tout, il y a eu le Covid qui est passé. Le Covid, je trouve, enfin pour beaucoup de personnes en tout cas, moi, j'ai l'impression, j'ai constaté ça dans mon entourage, le fait de se reconnecter peut-être un petit peu plus à la nature, de se renfermer sur soi-même aussi, ça permet d'avoir des réflexions différentes et de dire peut-être un peu stop à la vie qu'on menait à ce moment-là. Et donc, au fur et à mesure, voilà, j'en suis arrivé à sortir ma chaîne et à faire ça de façon entre guillemets professionnelle. Ça va faire 4 ans. C'était le 1er avril 2022 que j'ai inscrit la chaîne, voilà, que la société existe. 2022-2023, on va dire que c'était un pari tout de même, parce que j'avais, entre guillemets, déjà un petit peu de fonds que j'avais généré grâce à mes années antérieures dans mon ancienne activité, plus des petits coups de pouce ça et là. Il y avait le chômage aussi, qui a permis quand même de faire du bien. Une meilleure subvention. Exactement. Ben ouais, parce que sans ça, c'est vrai que sinon, je pense que ça aurait été trop compliqué. Ça, c'était quand même, entre guillemets, une garantie. Je me disais, bon, tant que j'ai le chômage, on peut continuer Au moins, à t'as avancer. 18 mois. Non, à l'époque, t'avais 24 mois. C'était 24 mois après. Alors, moi, j'ai l'impression que c'était quelque chose d'assez particulier. Je devais déclarer combien je gagnais chaque mois à l'URSSAF, comme encore aujourd'hui. Et en fonction de ce que je déclarais, on me donnait plus ou moins de chômage. Alors, Oui, parce que jamais été un vrai chômeur. tu te rémunérais quand même. Oui, bien sûr. Ok. Ouais, je suis en auto-entreprise, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai tellement, entre guillemets, pu gagner d'argent que ça comblait le chômage, ce qui faisait que je n'ai plus de chômage. Ce qui fait donc que l'activité, à ce moment-là précis, elle était rentable. Et donc, on va dire que ça fait véritablement depuis 2 ans que je suis bien ancré dans ce que je fais et que d'un point de vue financier, ça se passe bien. Super. Alors, je te coupe là parce qu'on va y revenir au fur et à mesure. Comme tu le sais, ici, on est sur un podcast d'entrepreneuriat pour apprendre à entreprendre. Alors, je suis ta chaîne YouTube depuis quelques temps. On a échangé plusieurs fois via Insta, notamment le vendredi soir quand je suis au bar et que j'envoie des SMS de manière un peu plus libérée, on va dire, que le reste de la semaine. Et si je t'ai invité, c'est que je trouve que il y a beaucoup de préjugés, de fantasmes autour de ton activité de créateur de contenu / youtubeur. Je t'ai invité avant que tu fasses ta FAQ de janvier, c'était décembre ou janvier ? Décembre, ouais. De décembre, où tu as été hyper transparent sur les hauts et les bas. Et ça m'a confirmé le fait que je voulais te faire témoigner, prendre le petit bâton du témoin, pour déconstruire cette fameuse activité de youtubeur, faire comprendre aux gens qui nous écoutent. C'est un épisode un peu spécial par rapport à d'habitude, mais néanmoins, tu as créé ton activité et aujourd'hui tu en vis, donc tu es un entrepreneur comme les autres, entre guillemets. Sauf que tu es très très visible sur un métier assez méconnu, parce que pas grand monde en parle. Alors, oui, peut-être pour toi, pas grand monde en parle. C'est vrai que moi, de mon côté, j'ai l'impression que c'est un petit peu les nouveaux métiers tendances, donc on en parle. Mais quand on en parle, c'est pas forcément bien non plus. Oui. C'est youtubeur. Déjà, il y a plusieurs termes, mais il y en a pas un qui, je trouve, est qui qualifie de façon à mettre en avant les personnes, parce que youtubeur, je trouve que c'est assez moyen. Influenceur, c'est horrible. Puis directement, on pense à toutes ces personnes qui font de la télé-réalité là, qui ont pas l'air spécialement fut-fut. Donc, comment tu résumerais ton activité en un mot, en fait, aujourd'hui, par rapport à ton métier ? Quel est ton métier ? Est-ce que tu es youtubeur, créateur de contenu, moi, journaliste ? mon métier, c'est un petit peu tout ça finalement, mais pour moi, mon vrai métier, entre guillemets, ce dont j'ai toujours rêvé, c'est je parle de voiture. Je parle de voiture, c'est pour ça que même vidéaste, pour moi, vidéaste, c'est quelqu'un qui a un minimum de talent en vidéo. Bon, si tu as vu les essais, c'est filmé de façon relativement simple. Moi, ce qui m'anime le plus, c'est vraiment de parler d'automobile. Donc oui, ça peut se rapprocher du journalisme, mais je trouve que les journalistes sont, souvent très mesurés. Moi, je parle un petit peu de façon libre, parce qu'il n'y a pas, c'est moi qui choisis, pas de supérieur hiérarchique, il n'y a pas de je ne sais quelle pression à être bien ou pas avec telle ou telle marque. Moi, je regarde plus Turbo depuis des années parce que toutes les voitures sont parfaites. C'est marrant, hein. Ça marche avec beaucoup de chaînes qui passent à la télé, c'est vrai. Malheureusement, Tout c'est est dommage parfait, parce qu'en plus, ils ont énormément de budget, donc ils pourraient faire des sujets incroyables. Souvent, c'est très bien réalisé, mais c'est vrai que le fond, c'est toujours un petit peu le même, quoi. Et puis en plus, alors bon, ça c'est en plus un petit parti pris sur ma chaîne, c'est que moi j'essaye de parler de voitures entre guillemets dont on peut, qu'on peut s'offrir tout simplement. Quand on regarde Turbo Automoto, c'est toujours des voitures à 100, 200, 300, 500 000 euros, quoi. Ça aussi, enfin, je trouve
qu'il y a de plus en plus une espèce de déconnexion entre ces personnes-là et finalement ce que les gens veulent réellement. Et c'est aussi pour ça que sur YouTube, même si on est mal vu entre guillemets, on apporte ce côté peut-être un petit peu plus authentique. Là, je parle pour les petits YouTubeurs entre gros guillemets. Je suis pas un gros YouTubeur non plus. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le fait d'avoir cette liberté, t'as pas une marque qui te dit il faut absolument aller tester tel modèle, tel machin, tel truc. C'est toi qui choisis. En fait, comme moi, ça. t'es propriétaire de ta ligne éditoriale. En effet, totalement. Donc si j'ai envie de dire que cette marque elle fait n'importe quoi, je peux le dire. Ça c'est rare et ça jamais tu vas le voir sur M6 ou TF1 quoi, forcément. Donc ça c'est un énorme avantage je trouve. Pour revenir un peu sur les chiffres, c'est pas tellement ce qui nous intéresse, mais c'est pour qu'on se rende compte un petit peu. Donc t'as créé ta chaîne en janvier 2020, le 6 janvier. Exactement. T'as 69 000 abonnés avant-hier soir. T'as produit 558 vidéos. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Je t'avoue que j'avais pas le chiffre, hein, mais c'est le 17e ou 18e épisode, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je fais ça déjà. T'as 17 millions de vues. Tu sais que t'as toute la population du Cambodge qui t'a regardé. C'est incroyable. Mais alors là, je savais pas du tout ces stats. Alors je suis très regardant, mais c'est plus sur les chiffres que je vais faire sur le mois. Parce que tu vas voir combien t'es payé par mois à peu près. Après, je t'avoue que sur la durée, je regarde un petit peu moins. Ouais, c'est énorme. T'es dans le top 50 des pays du monde les plus peuplés. Je crois qu'ils sont 47e le Cambodge. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Tu vois, moi je me compare à des salles de spectacle. Mais le jour où je me comparerai à un pays, putain, je vais te dire, je serais content. Tout ça en 6 ans, ça fait quand même des belles stats. Ça fait des belles stats. Après, en plus, aujourd'hui, tout peut être un petit peu faussé entre guillemets parce qu'il y a les shorts sur YouTube. Alors moi j'en ai fait quelques-uns sur ma chaîne principale, mais j'en ai pas fait beaucoup. Il y a des chaînes qui ne vivent que de ça. Par exemple, exactement, j'allais te le dire, le nouveau numéro 1, qui pour certains est assez illégitime parce que finalement c'est des vues qu'il a générées, mais pas forcément en France. Bon, il a quand même ses vues. Si ça t'intéresse, je te conseille vivement d'écouter le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Il a interviewé Thibaut. C'est un podcast qui dure 2h30, 3h. Et c'est hyper surprenant. C'est un personnage assez clivant, hein. Mais tu vois, il explique donc qu'il est à 17 millions d'abonnés ou 18, je crois, je sais plus. Lui, c'est pas de vues, c'est d'abonnés. C'est encore autre chose. Et les vues, j'en parle même pas. Et les premiers youtubeurs du Pakistan. Et en gros, il fait des millions et des millions de vues au Pakistan. Et tu vois, Mathieu Stéphanie lui dit, mais wow, incroyable, tu peux monétiser ta communauté, c'est un truc de fou. Et il dit, non, ça me rapporte rien. Mais c'est moi le premier. Oui. Et en fait, cette ambivalence entre le poids des chiffres et la réalité économique derrière, / l'utilité, parce que c'est le concours du gros muscle et je suis le premier, mais j'en fais rien. Parce qu'après aussi, il faut bien savoir que les shorts, les vues sur les shorts, ça ne rapporte quasiment rien. C'est TikTok, ça paye un petit peu. Même Facebook. D'ailleurs, je viens de lancer ma page. Ah ouais? Ouais. J'ai pris le temps, là, début janvier, de lancer ma page et ça commence à bien marcher. Donc, voilà. C'est cool, aussi intéressant de multiplier les canaux de revenus, hein, parce que bon, on sait jamais, hein. Si un jour une plateforme, du jour au lendemain, change radicalement de façon de rémunérer ou ne rémunère plus, c'est bien d'avoir des petites solutions, quoi. Et puis, on en a parlé juste avant qu'on branche les micros, mais ton audience, c'est plutôt plus âgé que nous. C'est très variable en fait. Globalement oui, parce que je vais parler de voitures. Si vraiment, on va dire la vidéo type qui va arriver sur Atmo, ça va être une auto des années 80-90. C'est la X. C'est la X, c'est ma voiture la X. Mais oui, en fait, globalement, c'est vrai qu'il y a énormément. Ça, je pensais pas de personnes, on va dire de seniors qui consomment beaucoup de YouTube. Ça, je pense qu'aussi avec les télés, tout ça, de plus en plus. Et tu vois, on est en train de vendre une société et on fait ce qu'on appelle un roadshow. Donc, c'est-à-dire que pendant une semaine, tu fais visiter la boîte à des investisseurs qui viennent pour poser des questions, voir un peu comment c'est et tout ça. Et donc, pendant une semaine, t'es collé à ton client. Tu bouffes avec lui tous les midis. Le soir, tu pars tard, etc. Tu vas dans ta petite chambre d'hôtel, etc., etc. Et il s'avère que le client auquel je pense, qui a pas encore 60 ans, nous, la moyenne d'âge de nos clients, c'est 58 ans. Enfin, ils ont, pour la plupart d'entre eux, 58 ans. Et au même titre que moi, alors je suis peut-être un peu déformé parce que j'actualise LinkedIn 15 fois par jour, voire 25, je pense. Moi, c'est ce qui fait tourner le truc, donc voilà. J'y suis plus. Et tu vois, lui, je pense que 14 fois par jour, il actualise Facebook. Et c'est là où moi-même, je me suis posé la question, est-ce que je suis au bon endroit finalement? Parce que LinkedIn, je vais attirer des collaborateurs, des partenaires, etc. Mais mes clients, finalement, n'y sont pas. Et peut-être que toi, tes auditeurs sont sur Facebook, par contre. En fait, sur YouTube, on a des tranches d'âge. Donc, on a 65 ans et plus, 55, 64, etc., jusqu'à 18. Et le 65 ans et plus est énorme.
Après, comme je t'ai dit, en fonction de l'actualité, de quoi que ce soit, si je parle de une nouvelle berline chinoise, ça va peut-être plus intéresser les jeunes. Quand c'est un petit peu plus techno, entre guillemets, ça va intéresser les jeunes. C'est pour ça que moi, d'un côté, c'est aussi un petit peu compliqué de définir complètement la stratégie parce que, en fonction des épisodes, vraiment, ça va pas parler aux mêmes personnes, quoi. Quand tu produis ta première vidéo, t'avais quoi en tête? Alors, je t'avoue, j'ai mal fait mes devoirs, j'ai pas regardé ce que c'était la première. Alors, la première... C'était ta Mazda MX-5? Pas du tout, j'avais pas encore la Mazda MX-5 à l'époque, j'avais une Mini Cooper R56, nom de code, c'est la deuxième génération que BMW a sorti. BMW a ressuscité la marque en 2001 et donc la nouvelle version est sortie en 2006, la mienne était de 2007 et donc ça a été la première vidéo. Et le but, donc j'étais avec un de mes meilleurs amis à ce moment-là. On le disait en rigolant, mais on disait on veut vraiment s'attaquer frontalement à Villebrequin, quoi. Alors c'était. Du coup, vous avez pris des tremplins, des dodanes. Pas du tout, pas du tout. Non, c'était beaucoup plus mesuré, mais quand même avec une dose un peu de folie qui faisait que, ouais, pendant la première année, alors ça marchait pas trop, mais les essais étaient vraiment, ça partait un peu dans tous les sens quand même, avec beaucoup de blagues, tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis un petit peu plus, j'ai trouvé mon cadre. Mais ouais, donc le premier essai, c'était ça. Et c'est dur de se lancer. C'est vraiment très dur. Bon, aujourd'hui, des fois, je peux faire 3 tournages dans la journée. Voilà, on prend l'habitude, hein, on s'habitue à tout de toute façon. Mais le premier essai, je tremblais. Alors que je suis pas d'un naturel timide, mais c'était d'avoir la caméra braquée sur toi et de devoir animer, réfléchir à ce que tu vas dire, présenter, pas dire de bêtises, qu'il y ait un sens, que ce soit cohérent et de pas avoir l'air idiot. T'avais scripté? Je m'étais mis des notes. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas scripté, mais j'aime bien écrire, j'écris tout. J'ai plutôt une mémoire, comment on dit, photographique. Voilà, exactement. Et une fois que je l'ai écrit, souvent je relis même pas. Après, comme je suis vraiment passionné automobile, ça aide. Voilà, c'est plus pour des infos techniques, le genre de choses qu'on peut oublier. Ouais, c'était presque de l'impro ce premier épisode, mais ça m'a donné envie. J'ai vraiment aimé. En fait, ce qui est intéressant aussi sur YouTube, et vraiment, s'il y en a parmi vous qui ont envie de parler de choses qui les animent, YouTube, c'est quand même un outil formidable, quoi. Il n'y a pas besoin de grand chose. Aujourd'hui, on prend n'importe quel téléphone et c'est parti, quoi. Même les micros, ça coûte pas très cher. Et j'étais trop content d'avoir ma page YouTube, puis les autres réseaux aussi. Et voilà, d'apporter un petit peu ma vision de l'automobile, quoi. Et quand tu l'as fait le premier jour, c'était pour le kiff ou tu t'es dit, j'en vivrai? Non. En fait, tu peux pas... Enfin, je dis non... Pas non à 100%, parce que t'as toujours l'espoir. Au fond de toi, t'as envie. T'as l'espoir, forcément. Mais ça paraît tellement loin. Et puis, les chiffres, ils te le rappellent très, très vite. Mais par contre, tu vois, je m'y suis reposé dessus quand même il y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit que j'étais vraiment allumé et j'étais obstiné. J'étais énormément obstiné parce que, pour donner des chiffres, sur la première année, j'étais à 600 abonnés. Tu peux même pas monétiser ton contenu. Et moi, dans ma tête, de plus en plus, quand même, je me disais, ça va le faire. Et quand j'ai tout lâché, j'étais à même pas 3000 abonnés et je gagnais... Ah non, j'ai fait... Enfin, c'est improbable. Hein. Vraiment, je me suis auto-persuadé que j'allais y arriver et à force, ça a marché, quoi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir tout lâché, voilà, j'espère que mes parents n'écouteront pas ce podcast. Je leur assurais que ça allait bien se passer, mais en fait, mais moi-même, j'étais persuadé que ça allait bien se passer. Alors qu'en fait, je gagnais, au moment où j'ai tout lâché, je gagnais 90 € par mois. Et tu t'es dit, ça a fonctionné? Ou tu t'es dit, je teste, comme ça, j'aurai pas de regrets? En fait, c'est ça. Parce que oui, il y a un petit passage que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans la précipitation, après avoir fait mes 5 années, j'ai pas voulu me lancer directement. J'ai travaillé rapidement dans une start-up pendant 3 semaines. Et là, j'ai pu supporter. Ah ouais? Ah ouais. Et là, j'ai dit non, je peux plus, en fait. Je ne peux plus. Je joue un rôle. Je ne voulais plus du tout. Je voulais faire mon truc. Alors que de base, c'est pour ça que c'est étonnant que je sois ici. J'ai pas spécialement l'impression d'avoir, l'esprit entrepreneurial. Et finalement, comme quoi, des fois, c'est le destin qui nous ramène à ça. Je me suis lancé à fond là-dedans et puis finalement aujourd'hui ça a marché, mais je suis parti vraiment de très très loin, quoi. Tu sais, moi, ma définition de l'entrepreneuriat, c'est tu te jettes d'une falaise et tu te dis de toute façon c'est pas grave, je vais avoir le temps de construire un parachute avant de toucher le sol. C'est un peu ça. Pour moi c'est ça. Tu te jettes sans filet et puis ça va le faire. Tu vas bien trouver une solution. Oui. et voilà. Alors que
Tu vois, le mec qui est salarié, qui est pas content, ça fait 10 ans qu'il se plaint, et de toute façon, je vais démissionner, et ça fait toujours 10 ans plus tard, il est toujours au même endroit. Ça, pour moi, c'est moins entrepreneurial, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais de base, j'étais plus dans cette logique-là, sauf qu'à un moment, en fait, je ne supportais plus ça. Voilà, je vais pas te raconter ce que c'est que d'être salarié, machin. Je trouvais que ça n'avait aucun sens, quoi. Mes journées passées, je rentrais, j'en pouvais plus. Alors que je faisais pas spécialement des trucs fous, hein, mais... Et t'avais déjà créé du contenu, fait des vidéos, des trucs dans le genre? Un petit peu en école de commerce, mais non, c'était pas hyper poussé. Non, jamais. Vraiment, je me suis lancé à l'époque avec mon iPhone 10, sans kit son, sans rien du tout. Pendant des mois, voire la première année complète, hein. Après, j'avais acheté un kit son, parce qu'il faut dire aussi que je suis vraiment pas manuel. Le kit son, j'arrivais pas à le raccorder pendant des mois. Donc en gros, pendant quasiment 2 ans, la qualité sonore était pas incroyable. Bon, après, je m'y suis un petit peu mis, et visuel aussi, et maintenant ça va quand même bien mieux. C'est tout le matos qu'on a sur la table. Moi, je l'ai acheté, je pensais que c'était plug and play. Pas du tout. Et ouais. J'ai tout acheté, j'avais une interview programmée le lendemain, et j'ai dû appeler la personne, Alexandra, si tu nous écoutes. Je lui ai dit, je suis désolé, je sais pas le faire marcher, je peux pas faire l'interview, je savais, ça marche pas. Et du coup, j'ai demandé à quelqu'un de me former pour l'utiliser, et si je bouge un truc, je suis mort. Ouais, non, mais tu vois, et les micros, ça a été pareil. Et après, je m'étais mis à acheter une caméra. Donc on se dit c'est mieux tout ça. Non, parce qu'en fait les réglages que je faisais étaient catastrophiques. Moi le principe c'est que les gens viennent me présenter leur automobile. Du coup c'était les personnes qui venaient, le cadrage et tout ça, c'était cata. Alors que finalement l'iPhone était largement supérieur pour ce type de création là. C'est pas des pubs ou quoi que ce soit, mais des fois il vaut mieux quelque chose de simple et efficace que d'essayer quand on maîtrise pas du tout, c'est pire. Après, t'as Orelsan qui dit si tu veux faire des films, tu prends un truc qui filme et tu filmes. Et voilà, t'as pas besoin de contact, de machin, de trucs. Surtout sur YouTube, je trouve que vraiment aujourd'hui, n'importe quel smartphone, il y a 5 ans ou moins, c'est bon quoi. C'est plus le son. Ouais. Moi quand je tourne en extérieur, c'est un peu compliqué. Ouais, c'était un peu compliqué parce qu'avec le vent, je te laisse imaginer. Heureusement que je mettais un peu d'humour et tout ça, mais il y a des épisodes, ils sont un peu durs à regarder. Mais t'as pas eu le stress quand t'as publié ta première vidéo? Si. Que tu deviens une personne publique? Si, complètement. Si, parce que le regard des autres, parce que au début, personne n'y croit. Ça, c'est un truc, moi, j'y croyais. J'avais, ma copine et mes parents qui étaient plutôt d'accord avec moi, quelques amis, mais globalement, de loin, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc oui, ça commence avec la première vidéo. J'étais hyper content parce qu'il y avait eu des retours plutôt positifs. J'avais peur, même... Parce qu'Internet, tu le sais, hein, des fois, tu peux être... on parlait de Villebrequin tout à l'heure, il y en a un des deux, aujourd'hui, on dirait que... c'est un terroriste, tellement il est détesté. Il a fait des stories en début de semaine expliquant qu'il ne pouvait pas revenir sur les réseaux. Il se fait tout le temps menacer, tout ça, donc c'est... Même si, qui a raison, qui a tort, ça, on va pas se lancer là-dedans. On n'est pas là pour ça, mais c'est pas une raison pour menacer. Qu'il a généré, à ce point. Et c'est vrai que moi, à ma toute petite échelle, je me dis, si jamais je dis des choses qui vont pas plaire à telle ou telle personne, les menaces, Est-ce que t'as tes premiers haters? Franchement, moi, j'ai quand même une communauté, entre guillemets, ça fait bizarre, j'aime pas dire ça, mais ça fait gourou. Les gens sont globalement très bienveillants avec moi. Ça a toujours 2-3 aigris, mais globalement, là-dessus, je suis hyper surpris. En bien, quoi. Que sur n'importe quel réseau. Après, des fois, je taquine un peu, donc c'est le jeu aussi, hein. Si tu veux que la vidéo elle marche, des fois, il faut être un peu... c'est presque le souci aussi de cette époque, c'est si t'es trop neutre, en fait, t'es pas visible. Donc des fois, il faut mettre des petits taquets, mais c'est toujours... il faut bien doser. Le dosage est très important. Je garde pour plus tard. Petite pause information, le podcast que vous écoutez est produit et soutenu par le cabinet de fusion-acquisition Conseil, Finance et Transmission. Nous sommes le conseil des dirigeants et actionnaires dans leurs opérations stratégiques, cession d'entreprise, acquisition, transmission interne ou réorganisation capitalistique. Notre rôle, piloter l'opération de la réflexion stratégique à sa réalisation. Nous accompagnons l'ensemble du processus, de la définition du projet, la recherche de partenaires, l'organisation des appels d'offres, les négociations, la coordination des différents conseils. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cf-t.fr ou sur nos pages LinkedIn. Et maintenant, retour à votre épisode. Comment tu fais connaître ta chaîne? Parce que tu publies une vidéo, ouais, ok, super, personne t'a attendu. Comment t'as tes premiers viewers? Bon, t'as ta copine, tes parents.
Bah, c'est ça, en fait. De base, je mettais ça sur mon Facebook, à l'époque, à l'ancienne, sur mon Instagram. Mais c'est pour ça que je te dis que j'ai mis beaucoup de temps aussi avant que ça marche vraiment, parce que le début était très très long, mais alors j'étais d'un optimisme absolu. C'est-à-dire que je tenais le nombre de vues que je faisais par mois, je me faisais des fiches ce mois-ci, tac, je me notais les progressions et tout ça. Je le fais pour le podcast. Voilà. Je t'avoue que là, non, là, il y a trop de canaux, tout ça. Là, j'ai un petit peu arrêté, mais je sais pas, j'étais très optimiste. Et puis moi, en fait, le but, c'était déjà d'atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir monétiser la chaîne. Même si je pouvais pas en vivre, de me dire au moins tout ça, ça sert pas à rien. Et ça me fera, je sais pas moi, même 30 euros par mois, je m'en fiche, c'est le but. Je m'en souviens très bien, quand j'ai été monétisé, j'ai mis 1 an et 2 mois pour être monétisé. C'est long quand même. Ah ouais. Et à sortir des vidéos toutes les semaines, en plus de mon travail. Toutes les semaines énorme. en plus. C'est un. À ce moment-là, une vidéo, c'est quoi? C'est 20 heures de. Après, il y avait un peu de tout. Surtout au début, des fois, c'était plus ou moins court. Mais il y a quand même toujours du travail, parce qu'il faut, par exemple, on va dire un essai classique. Déjà, il faut avoir la personne. On discute tout ça. Convenir d'un lieu. Ensuite, avoir les informations sur le modèle. Préparer le script. Et ensuite, le jour du tournage, surtout à l'époque, je ramenais des amis à moi pendant leur week-end et on passait une demi-journée, voire une journée complète à tourner une vidéo, quoi. Et après, il fallait le monter. Et le montage, c'est le plus long. Donc, j'essayais de dynamiser, trouver des trucs drôles, mettre des musiques, voilà, quoi. Et en plus de mon travail. Donc, c'est vrai qu'il y avait une période où c'était compliqué. Et c'est pour ça qu'avant, ça fait maintenant 2-3 ans que je suis à 2 vidéos par semaine. Au début, j'étais qu'à 1 par semaine. Tous les vendredis 17h. Maintenant, c'est mardi et vendredi 17h. N'hésitez pas à venir, si jamais, sur la chaîne. J'en profite. Atmo, bien sûr. Et est-ce que tu as des leviers de croissance que tu peux activer pour arriver à développer ta chaîne? Comment ça marche? Alors, comme je te dis, moi, je suis vraiment avant tout un passionné automobile. Et c'est vrai que des fois, je parle avec des confrères youtubeurs parce que c'est ça qui est sympa aujourd'hui. C'est que j'en connais beaucoup. Et du coup, lors des salons, lors des événements en presse, on peut se croiser. Et ça me fait rire parce que eux, ils ont toujours 40 stratégies. Et moi, pas trop, non. Je veux... En fait, je veux toujours parler de ce qui me plaît. Après, j'essaye de trouver des choses qui peuvent plus ou moins intéresser les gens. Mais c'est vrai que, les formats courts, ça peut marcher. Mais par exemple, sur YouTube, ça rapporte rien. Donc, c'est... Déjà, en fonction de la plateforme, ça varie énormément. Moi, c'est YouTube qui me rémunère quasiment totalement. Donc, ça reste quand même la priorité. Je sais que, par exemple, si il y a des canaux qui marchent bien, enfin, des sujets de vidéos qui marchent bien, c'est quand on parle argent. Argent, ça plaît toujours. C'est-à-dire, quelle voiture fiable pour 3 000 euros, quelle voiture sportive pour 5 000 euros, ce genre de trucs. Ça marche toujours. Et en plus, pour moi, c'est assez simple à faire parce que je connais à peu près les voitures, tout ça. Il n'y a pas besoin de faire des recherches énormes. Et ça, c'est, entre guillemets, des canaux, si tu veux. Voilà. Quand je sens que j'ai un mois un peu difficile, des fois, je mets une vidéo comme ça et ça permet de faire un mois plus convenable. Après, en dehors de ça, non. Et nous, le truc aussi, c'est que sur YouTube, c'est une partie, mais faut pas se mentir, les placements de produits, ça aide beaucoup. Donc ça, on est un petit peu dépendant aussi du bon vouloir des marques. On va anticiper du coup le sujet, mais entre donc ce qu'on appelle les AdSense, c'est YouTube qui te rémunère par nombre de vues. T'as les placements de produits. Ouais. T'as quoi d'autre après comme levier? TikTok. TikTok est un levier financier. Oui. Différent, complètement variable, mais après ça représente quoi? Ça doit représenter entre 5 et 25% de ce que je vais gagner au global sur un mois. C'est significatif, quoi. Quand c'est 5, c'est pas terrible. Quand c'est 25, c'est pas mal, quoi. Donc, c'est totalement variable. Là, on s'enregistre, on est le 3 février. J'ai juste eu les vues sur le 1er février, là. Et sur le 1er février, j'ai plus fait en monétisation que ce que j'ai fait sur tout janvier. Et pourquoi? Parce que j'ai mis des vidéos de rétromobile. Parce que t'étais à rétromobile. Voilà. Et qu'il y a 2-3 vidéos qui ont fait 150 000 vues, 200 000 vues. Après, TikTok est totalement aléatoire. En fait, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que il n'y a pas spécialement de stratégie à avoir. Et YouTube est de plus en plus dans ce système-là aussi. Où vraiment, des fois, on a l'impression, même en haussant la qualité, ça reste très variable. C'est extrêmement variable. Donc, il y a des tendances. Actuellement, on le sait, c'est plus des tendances de vidéos longues, tout ceci. Mais finalement, je te dis, c'est c'est pour ça que c'est hyper compliqué aussi. Et c'est un métier qui se vit un petit peu au jour le jour. C'est ça qui fait un peu peur aussi. Voilà, c'est bien d'avoir... Et les marques aident beaucoup à ce que ce soit un petit peu plus serein et concret sur le long terme, quoi. C'est ce qu'explique Amixem, qui est un très gros youtubeur français. Il dit les AdSense, t'as décembre et avril, t'as un écart type de 4.
Il te dit, si tu dois faire un business plan sur 12 mois, ça marche pas déjà. Donc, c'est mort. Et il te dit, c'est pas forcément les plus gros budgets qui font les plus grosses rémunérations. Et lui, en gros, là, c'est ce qu'il explique, c'est les sponsors. Il a 8-10 OP par an au 1er janvier. Et il dit, bon, bah voilà. L'année, elle est plus ou moins payée. Maintenant, faut aller chercher la marge, quoi. Ouais. Après lui, bon, sur les OP, je pense qu'il doit prendre. Il doit bien prendre. Il explique, il fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, je crois. Bon, ça va. Il y a de quoi faire, quoi. C'est vraiment une autre sphère, quoi. Mais il y a ce problème-là aussi. Toi, t'es quand même sur un marché de niche, le Youngtimer. Oui. Alors, ça parle à beaucoup de monde, mais pas autant que, j'allais dire, traverser 100 couches de carton, mais... Mais si, le côté un peu sensationnel, parce qu'AmixM, c'est un peu ça qui fait. Mais après, pour moi, c'est même plus des youtubeurs, en fait, c'est des chaînes télé. C'est des producteurs. Voilà, c'est des producteurs. Moi, il y a vraiment, enfin, déjà, je pourrais pas avoir une équipe, tout ça. C'est un autre truc, mais bien sûr. Après, on dit voiture ancienne, je fais aussi de l'actualité des fois récente. Voilà, je le place aussi pour certains, si jamais. Youngtimer, c'est la base, et puis ensuite j'aime bien parler un petit peu de tout, et des fois de vieilles voitures aussi, j'essaie une Citroën Traction, tu vois, ce genre de trucs. Pour les sponsors, t'es obligé de passer par une agence ou tu peux le faire en direct? Ça dépend des marques. Toi, t'as une agence? Je bosse avec une agence de façon assez régulière. Après, par exemple, je bosse avec la marque Honda. Là, pour le coup, je suis en direct avec eux. Ok. Voilà. Et ils m'ont connu sur une vidéo où je critiquais leur voiture. Ah ouais. Et depuis, on s'est plus quitté parce que ça se passe hyper bien. Mais Honda France, Honda Bordeaux? Honda France. Honda France. Ah ouais, c'est cool. Ouais, ils m'invitent en avant-première sur plein de trucs. Pour les rares auditeurs, j'ai pu essayer la Honda Prélude là, qui a été présentée en avant-première sur circuit. Sur circuit, ouais, il est pas mal. Au mois de mai, ouais, ça c'était super. Donc très cool. Pour revenir sur le sujet de niche, je sais pas si tu connais, à mon avis tu connais pas, mais Bienvenue au cabinet. Si, c'est un youtubeur, c'est un expert comptable de Dordogne. Si, mais il avait parlé de Villebrequin aussi. Il avait parlé de Villebrequin. Bon, on l'a tous découvert par ce canal-là, je pense. Ça et Boiserie. Et en gros, bon, il est expert comptable, il a toujours aimé la vulgarisation. Il s'avère qu'on connaît des gens en commun. Bon, je l'ai invité, il veut pas venir, mais je désespère pas. Oui. Et tu vois, il a fait une vidéo pour expliquer le business model de sa chaîne. En gros, lui, il investit pas mal. Il a une agence qui l'aide sur ses scripts, sur ses vidéos, sur ses sponsors, ses machins, ses trucs. En gros, il fait 55 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Il monte ses comptes et tout. C'est hyper cool de sa part d'en parler, tu vois. Et il a 50 000 balles de charge, donc 40 000 d'agence. Ah oui. Et tu vois, tu te dis, bon, il a 169 000 abonnés, il fait des vues quand même et tout. Et tu te dis, putain, pour arriver à en vivre quand même. Alors lui, ce qu'il explique, c'est, voilà, j'ai 50 balais, je suis expert comptable, je suis en Dordogne. Pour les marques, il y a plus sexy que ma pomme, quoi. C'est pas faux. Voilà. Mais en plus, c'est bien ce qu'il fait pour le coup. Moi, j'ai déjà. Ouais, et franchement, c'est hyper qualitatif. Après, les marques, souvent, ils sont sur les jeunes aussi. C'est terrible, hein, mais. En fait, le budget dépend de tes auditeurs, c'est ça, non? C'est un peu comme ça que ça marche, comme ça. Souvent, c'est ça, oui. En fait, les abonnés, en soi, ça rapporte rien, mais pour les marques, c'est une garantie. Donc souvent, c'est défini là-dessus. Après, les budgets, tu sais, c'est hyper variable. Là, ça dépend comment tu arrives à te vendre. Ça dépend aussi de la conjoncture. Ça dépend de plein de choses. La période de l'année. Complètement. Là, début d'année, par exemple, c'est pas la folie, quoi. Fin d'année, souvent, c'est très bien. Des fois, en période de solde, c'est bien. Voilà. C'est des vagues tout le long de l'année, mais le pire, c'est l'été. Ah ouais? Ouais. Alors, le pire du pire, c'est le mois d'août. C'est pour ça qu'il y en a plein qui publient pas en août. Exactement. C'est pour ça que je reste là. Comme ça, moi, je leur prends aussi un petit peu de visibilité. Tu vois, moi, l'été dernier, j'ai sorti un épisode sur la glace, sur quelqu'un qui a construit une marque de glace. Parce que je voulais faire un épisode spécial mois d'août, tu vois. Et il a super bien marché, parce que j'étais le seul à publier. Mais en fait, c'est ça. Alors moi, je le vois bien sur YouTube en termes de rémunération, et c'est pour ça que la plupart ne publient pas. T'es divisé par 2, limite. C'est énorme. Ouais. Et par contre, en termes de vues, ça va. Voilà, c'est toujours un petit peu, c'est des choix aussi. Hein. Mais c'est vrai que même si c'est niche, le YouTube auto, malgré tout, moi, c'est ce que je me suis dit en me lançant. Plus je regarde autour, plus j'en vois. Et alors là, on peut peut-être parler une seconde du nouvel algorithme YouTube. Il met beaucoup en avant les petits créateurs qui vont encore plus cibler par rapport à ce que tu apprécies vraiment. Ce qui fait que je me rends compte qu'il y a énormément de gens quand même qui sont dessus. Et puis, comme disait Orelsan, c'est très facile finalement. Enfin voilà, si tu veux sortir quelque chose, tu peux. Et si j'avais vu le nombre de gens qui font des vidéos automobiles de base, je pense que je me serais pas lancé. Ah ouais? Parce que en fait, c'est démentiel, quoi.
Mais tu vois, j'ai regardé une interview d'Amixem justement, où lui se considère comme la deuxième génération YouTube. Et tu vois, il disait, il y avait déjà des Norman, des Cyprien, des machins, Oui, des le trucs. jour du grenier. Et quand il a publié ses premières vidéos, il se disait déjà que c'était trop tard. Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui, il a 9 ou 10 millions d'abonnés, il a une équipe de 40 personnes autour de lui, il a je sais pas combien de hangars de tournage, etc., etc. Enfin, c'est un truc de fou. Et tu vois, lui-même se disait, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Et c'est marrant, tu vois. Bah, c'est toujours la peur aussi, mais c'est vrai que après c'est pas pour désespérer ou quoi, mais quand tu regardes un petit peu autour, après moi la question que je me pose, tu vois, c'est à quel point YouTube va rester pertinent au fur et à mesure du temps, parce que tu vois l'éclosion par exemple de TikTok, et moi je le vois surtout auprès plus de la jeune génération, qui consomme de moins en moins YouTube et de plus en plus TikTok. J'ai un petit frère, il consomme plus que du TikTok. Et même en dehors de ça, je connais pas mal de jeunes, parce que je fais beaucoup de tournages de Youngtimer finalement avec des jeunes. Ouais. Ça va intéresser les personnes un petit peu plus âgées, c'est étonnant. La plupart sont même plus sur YouTube, quoi. Ils regardent, ils consomment énormément du TikTok, ou des formats courts, quoi. Vraiment, Et ils te trouvent via les formats courts, les mecs? souvent. Ah ouais. C'est improbable. Parce qu'entre les formats courts et les formats longs, il y a quand même une grosse différence, je trouve, dans ce que je fais. Et les formats courts, je les fais parce que je sais qu'il faut rester un minimum toujours visible. C'est un petit peu le truc, le nerf de la guerre, je trouve, de C'est cette ton époque. produit vache à lait. Si on Ouais. doit revenir en marketing, c'est ton produit vache à lait Complètement. pour amener sur ton produit star. Complètement. Parce que je l'ai fait très rapidement. Mais des fois, enfin, en termes de vues, ça fait plus de vues. Largement plus. Après, en rémunération, non. Mais donc, c'est plus ça aussi la question par rapport à YouTube. J'espère que ça va perdurer. Et c'est sûrement aussi pour ça que c'est un petit peu le strict opposé de TikTok, c'est-à-dire faire des formats très longs. Et c'est ça qui marche aussi. C'est un peu la nouvelle télé, quoi. Mais jusqu'à quand? On verra. Et justement, tu vois, quand on parlait de diversification de sources de revenus, t'as jamais eu l'idée de faire du merchandising, de faire Si. ouvrir un garage, j'en sais rien, de faire autre chose en parallèle, tu vois, et d'arriver à avoir d'autres sources de revenus? Si, bien sûr. Alors, moi, c'était des choses assez simples, mais par exemple, j'aurais bien voulu avoir... c'est vraiment un petit peu le cliché du youtubeur, mais j'aurais voulu faire ça de façon à peu près propre, c'est-à-dire faire des trucs un petit peu qualitatifs. Il y a une youtubeuse qui s'appelle La Chevronnée. Je sais pas si tu vois. Non, je connais pas. Elle restaure des 2 chevaux, ça c'est assez sympa. Oh, c'est et cool. elle a des produits dérivés hyper sympas. C'est plus qu'un soutien pour le créateur, c'est que t'as vraiment envie d'avoir le produit, quoi. Tu vois, moi j'adore le designer automobile. Je sais pas si tu Ouais, suis ce bien mec, sûr. c'est génial ce Trop qu'il fort, fait. lui. Ouais. Trop fort. Et lui, tu vois, il fait des designs des tableaux. Bien sûr, oui, mais lui, oui. Et c'est monstrueux. Je peux pas faire ça, moi. Non, mais tu sais faire autre chose. Oui, enfin après dans les produits dérivés, je sais pas si je sais faire autre chose, mais non, j'aurais aimé avoir voilà une petite gamme de vêtements avec on va dire un petit peu les modèles iconiques par rapport à la chaîne, c'est la X, la MX5, C3 pluriel, Avantime, ce genre de véhicules un petit peu farfelus, mais il faut du temps, hein, c'est toujours pareil et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu l'esprit qui va dans tous les sens et je prends pas le temps de faire ça, mais idéalement j'aimerais bien le faire, mais je voudrais bien le faire, c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de sortir ça à l'arrache. On m'a déjà proposé de faire des trucs, mais... T'es pas trop approché par des vautours autour de toi, je sais pas comment les définir, mais des mecs qui viennent te voir, on a ça à vendre. Si, ça arrive, mais je réponds pas. Ouais. J'avoue que je réponds pas. Je suis assez sollicité par mail, sans faire le mec ou quoi que ce soit, mais faut faire du tri. Beaucoup de tri, parce que c'est des pertes de temps, et puis... Enfin, je sais pas, moi je trouve que je le vois rapidement quand même quand c'est néfaste. Oui, t'as toujours des grands marchands de sable là qui te promettent monts et merveilles. Et puis... Tu peux le faire à la Villebrequin après, qui avait accepté une sponsor par je sais plus qui, qui les ont démontés. Tu sais, un espèce de boîtier électronique qui te donnait 50 chevaux ou je sais pas quoi. Ah ouais, purée, ouais. Je sais pas si tu te souviens de celle-là, elle était géniale. Non, ça va. Et puis après, même pour pour ce qui est déplacement de produits, je suis dans le classique, entre guillemets. Ce qui est pas plus mal, c'est-à-dire que bon, les gens, ils ont l'habitude de voir ça ailleurs. Bon. Puis moi, mon audience, ils savent aussi que sans ça, peut-être que j'arrêterais de faire des vidéos, donc c'est important. Même si, oui, il y a de tout, forcément. Le Tipeee, tu y avais pensé ou pas? Mais j'ai un Patreon, ce qui est à peu près la même chose. J'avais pas suivi, j'avais pas vu. Ouais. Tu le pousses pas trop parce Je que le l'ai mets pas en vu. fin de vidéo en fait, et ça aussi c'est complètement une erreur parce qu'en fin de vidéo tout le monde s'en va, donc il faudrait que je le sais, mais bon en fait c'est devenu une habitude aussi, c'est un peu j'ai des signatures on va dire en début de vidéo je dois dire telle chose, en fin de vidéo pareil, et bon j'aime bien, voilà, souvent ça clôt bien les vidéos en faisant comme ça, mais oui j'ai un Patreon. 3 € par mois, si jamais vous souhaitez soutenir, n'hésitez pas. Ça aide malgré tout, mais ça reste anecdotique parce qu'il y a quoi
il y a une quinzaine de personnes qui soutiennent mensuellement, mais c'est pas mal, hein. Enfin, tu vois, ça fait toujours ça. Sur YouTube, rejoindre aussi, pareil, il te suffit de cliquer et tu peux soutenir de façon mensuelle un créateur. Donc là-dessus aussi, j'ai peut-être un petit peu plus de gens qui me suivent par rapport à ça. Donc non, ça aide, mais j'ai pas de gros levier. Moi, je préfère que ce soit des marques qui payent. Je t'avoue que souvent, ils ont des gros budgets en plus d'un point de vue marketing. Ça dure pas très longtemps. C'est mieux. Il y a des gens, des fois, ils mettent de l'argent. C'est adorable. C'est vraiment adorable, mais bon. C'est de la grosse négo avec les marques? Comment ça marche en fait? C'est eux qui t'appellent en disant voilà, on veut sortir tel produit. Ben, je sais qu'il y en a qui démarchent, moi je démarche pas, donc parce que je n'ai pas le temps, et puis enfin si je le fais 99% du temps, je pense que je vais me prendre une porte fermée, donc ça vaut pas le coup. Donc non, moi c'est des marques qui me démarchent. Donc déjà, bah, ils sont en accord avec ce que je fais, donc ça facilite pas mal de choses. Ensuite, bah, moi je propose mes tarifs, ou alors eux ils les proposent déjà, et puis soit on se met d'accord, soit on se met pas d'accord. La plupart du temps on se met d'accord. Je pense pas être trop gourmand non plus en termes de revenus, parce que étant donné que je suis seul, moi je préfère faire des petits placements et que ce soit vite fait entre guillemets et voilà qu'on passe à autre chose. Ouais, la plupart du temps c'est moi qui gère ça. Voilà. Ça se passe plutôt bien de ce point de vue-là. En termes d'investissement, tu as investi dans du matériel. Un tournage, ça te coûte quoi? Le plein d'essence et ton temps? Ça me coûte vraiment pas grand-chose. Et c'est là où, tu sais, bon, on parlait encore de communauté, mais les gens sont incroyables. C'est-à-dire que je pense que là-dessus, dans le YouTube auto, je dois être le seul. Les personnes, il y en a qui traversent la France avec leur voiture, ils me l'amènent à Bordeaux, ils filment, parce que moi je suis tout seul, et ils repartent. Ah ouais. C'est quand même voilà. Alors c'est pas si c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est un business plan incroyable. Donc c'est vraiment adorable. Je les remercie énormément parce que sans ça c'est pareil, c'est trop compliqué. Et finalement ce mode de réalisation, c'est ce qu'il y a de mieux, que ce soit pour moi et même pour les propriétaires, parce que comme ça ils sont un petit peu acteurs aussi de la vidéo. Ce qui est plus sympa parce que au tout début, comme je te disais, je faisais avec des amis à moi. Et du coup, le propriétaire était souvent assis à attendre ou à se cacher pendant 2 heures ou 3. Donc, ouais, l'enfer. alors que là, au moins, on est ensemble, il peut me donner des anecdotes, et tout ça, c'est plus sympa. T'as pas essayé de les faire participer, eux, pour le coup? Alors des fois je propose, mais c'est vrai que souvent ils veulent pas. Donc puis c'est vrai que là au fur et à mesure on est passé sur ce type de format, donc non. Mais c'est quelque chose que je m'interdis pas. Par exemple sur la chaîne secondaire aussi, c'est ça qui est bien avec la chaîne secondaire, c'est que tu peux expérimenter. Donc je suis pas fermé à ça, mais c'est vrai que là aujourd'hui bon, on est quand même sur des formats essais plutôt classiques. Même si je sais pas si t'as vu les derniers essais là, on essaye de monter un petit peu en gamme. Mais grâce à mon stagiaire que j'ai actuellement, que je salue, Arthur, qui est en école de cinéma, ça fait du bien. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ton approche de la visibilité, est-ce qu'on on te reconnaît dans la rue? Est-ce que... Ça arrive, mais très rarement. Ouais. Très rarement, ça fait plaisir. C'est souvent sympa, mais c'est de l'ordre, je sais pas moi. Bah déjà, en plus, je suis moins dans Bordeaux, comme je te disais. Maintenant, j'habite en campagne, donc c'est encore plus, encore moins fréquent. Non, en ville, ça arrive une fois de temps en temps. Je peux pas te donner de fréquence. Bah quand tu vas à Rétromobile, par exemple, forcément plus. Mais ça arrive. Souvent dans les bars. Ouais. Je pense que les gens, ils sont un petit peu plus, comment dire, désinhibés. Du coup, ils ont le contact plus facile. Des fois, tu vois des regards, mais bon, voilà. Moi, j'ai croisé c'est très rare. Dirty Biology à Montpellier. Et ouais, j'ai pas osé aller le voir et tout. Enfin, on a les regards qui se croisent où il savait très bien que je savais qui il était, mais voilà quoi. Des fois, je le vois, parce que t'as quelqu'un, il te regarde avec assistance. C'est perturbant par moments, parce que tu dis... Enfin, ouais. Tu sais, alors en plus on est dans un monde un peu foufou quand même. Des fois, tu te dis qu'est-ce qu'il a celui-là. Et bon, après, tu vois que le regard, il est quand même bienveillant. Enfin, voilà, il y a différents regards. Donc des fois, on se fait juste des regards. Puis c'est très sympa aussi. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a fait regretter un truc négatif que t'avais pas anticipé, où tu t'es dit putain, c'est vrai que ça, je l'avais pas vu venir? À part la précarité parfois financière à certains moments. Enfin, je sais même pas d'ailleurs si tu as eu des moments de précarité financière. Bah, en fait, comme j'avais le chômage, heureusement que j'avais le chomage, ça c'est sûr. Parce que 90 balles par mois, c'est sûr que... 90 balles par mois, ouais. Alors, tu vois, c'est pour ça, hein, même si on est sur un podcast d'entrepreneur, moi, le business plan, il n'y en avait pas au début. Hein, c'était juste, on va tenter tant que j'ai le chômage et puis on verra bien. Quoi. Et bon, ça a marché, mais... Je sais pas si c'est forcément recommandable d'agir comme ça. Mais ouais, ben ça forcément, il y a toujours ce côté incertain. Ça, c'est peut-être le truc, c'est à la fois la force. Parce que des fois, t'as des mois, franchement, ça fait plaisir quand t'as des OP qui tombent et tout ça. Ouais, c'est des mois que je gagnais pas. Et alors que bon, je fais quelque chose qui m'éclate.
le fait de faire quelque chose qui t'anime au quotidien, je trouve que ça n'a pas de valeur tellement c'est au-dessus de tout, je trouve. Mais après, oui, t'as quand même une incertitude. On a acheté une maison récemment, près des banques et tout ça. C'est très compliqué. C'est ce genre de petits trucs. Non, après... Ça peut te rassurer, tu sais, moi je passe des mauvaises nuits aussi. Hein. Je connais pas un chef d'entreprise ou un entrepreneur qui passe pas des nuits à la con. Hein. En fait, on se questionne beaucoup. En permanence, surtout, est-ce que ça va pas? Faut être toujours dans l'anticipation. Et moi, j'essaye, mais c'est vrai que j'ai du mal. Essayer de vraiment des fois de faire le vide et de décrocher complètement. C'est un peu dur. C'est compliqué quand t'es sur Internet parce qu'Internet vit 24/7 sur 24. Quoi. C'est ça. Mais c'est un effort que j'essaye de faire parce que sinon, au bout d'un moment, en plus, je pense que tu craques et puis tu fais de la mauvaise qualité. Moi, j'essaye le maximum possible de me préserver durant les week-ends, même si je dis ça, bon, globalement je bosse aussi, mais sur le papier, entre guillemets, je suis censé être off. Déjà, je fais pas de tournage les week-ends, donc déjà ça c'est bien. T'as arrêté, ouais. Ouais, j'ai arrêté depuis longtemps. Parce que sinon, on s'en sort jamais, en fait. Sinon, je suis dans une boucle, voilà. J'essaye de... Puis j'ai une vie de couple aussi, et puis avec les amis, tout ça, voilà. J'essaye de fermer, de cadrer ça comme si j'étais un petit peu en entreprise, même si c'est complètement différent. Enfin, je travaille le soir, par exemple, souvent. Quasiment tout le temps. Donc, il y a ça. Après, non, moi, peut-être le truc que je trouve pas forcément optimal, mais bon, c'est lié à la fonction de youtubeur, c'est que si t'es malade, si voilà, t'as plein de gens autour de moi, ils sont malades, puis t'es au chômage, machin, là, moi, s'il m'arrive un gros souci, je l'ai dans l'os, quoi, ça c'est sûr. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et aussi tout ce qui est question de droit d'auteur, c'est très... parce que c'est très nébuleux, en fait, parce que quand tu vas sortir une vidéo, tu vas prendre des images d'illustration, tu vas prendre des sons. Et par moment, par exemple, t'as des sons qui sont libres de droit. Et je sais pas moi, 3 mois après, tu vas avoir un copyright qui va être posé dessus. Donc ta vidéo, elle peut se faire démonétiser. Voire tu peux prendre ce qu'on appelle un strike. Au bout de 3 strikes, ta chaîne est fermée. Donc il faut faire hyper attention à ça aussi. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont... Est-ce que t'as pas un stress supplémentaire qui arrive parce que, alors YouTube, tu l'as dit, c'est ta source de revenus principale. Complet. C'est le droit américain, donc qui s'assied sur tes droits, clairement. Ah oui. et en fait, t'as beau être ton propre patron, entre guillemets, t'es tributaire d'un seul client. Et si le client, il te strike, terminé. Oui. C'est aussi pour ça que j'ai ma chaîne secondaire, parce que je me dis ça peut être une façon de, si je sais pas, du jour au lendemain ma chaîne elle se fait fermer pour telle ou telle raison, parce qu'il y a des copyrights de je ne sais quoi. Voilà, au moins j'ai déjà une porte de secours. Mais oui, clairement ça ça fait peur. Et surtout comme je te disais, c'est pour ça que c'est important aussi, même si je suis pas fan de TikTok, d'y être dessus, Facebook, je m'y mets, parce qu'au moins comme ça t'as plusieurs canaux de rémunération, même si clairement si aujourd'hui YouTube ça ferme, je peux pas vivre avec les autres. Il faudra mettre des grosses OP sur Instagram ou je ne sais pas, mais en l'état là c'est pas possible. Qu'est-ce qui te guide au quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Bon, c'est vraiment bateau, mais c'est vrai, c'est la passion. C'est-à-dire que même quand je me couche, je me dis, alors demain, tac, je pense au montage de telle vidéo, je pourrais parler de tel sujet. En fait, je réfléchis beaucoup aussi au sujet de vidéo parce que donc tous les vendredis, je fais des essais et les mardis, c'est des formats libres. Donc je peux parler, je sais pas, j'ai sorti une vidéo sur Fiat il y a pas longtemps. Là, les concept cars qui sont jamais sortis. Les concept cars qui sont jamais sortis. Là, à 17h, enfin, ça enregistre là dans 1 heure, il y a les 50 ans de la Golf GTI, laquelle est la plus intéressante, les bons et les mauvais crus. Voilà, ça sort du coup tout à l'heure, mais ça j'adore en fait. Et à la fois c'est une source de stress, c'est-à-dire que il faut toujours un petit peu avoir de l'anticipation, chose que j'ai du mal à avoir. J'ai très peu de... Je fonctionne à flux tendu. Ah ouais? Ce qui est à la fois très stimulant parce que t'as pas le choix, et à la fois très stressant. Alors, je suis désolé, c'est l'épisode de mai. De mai? Là, on est en train d'enregistrer l'épisode de mai. Oui, oh là là. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est bien, toi. Ah oui, bon, c'est bien parce qu'on parlait de février, voilà, ça. J'espère qu'il fera un petit peu plus chaud. On est le 3 février et tu sors le 4 ou 8 mai, je crois, je sais plus. Purée, ça c'est vraiment bien parce que tu vois, là, actuellement j'ai un stagiaire qui m'aide beaucoup et avec son aide, là, on a 1 semaine d'avance. Je sais pas comment tu fais. Pas terrible. Mais là, par exemple, si je suis seul, tu vois, là, on est mardi 16h. À 16h, des fois, je peux être encore en fin de montage sur la vidéo qui doit sortir à 17h. Des fois, à 16h57, je la publie. C'est arrivé quelques fois, là. Donc ça, c'est pareil, hein. Tu travailles aussi, mais je suis pas mal à flux tendu. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience?
énormément de choses. Je sais pas, là c'est trop vaste comme question. Je retiens trop de choses. En fait, on dirait pas comme ça parce que c'est vrai que, comme on l'a dit en début d'épisode, youtubeur c'est plutôt mal vu. Et pourtant, c'est un métier d'une richesse absolue. C'est-à-dire que t'es à la fois gérant de boîte, t'es comptable, t'es producteur, t'es écrivain entre guillemets, t'es scénariste, t'es dans la vidéo, t'es dans l'image, t'es dans le son. C'est incroyable, en fait, ça t'apporte une richesse, t'es dans le marketing. C'est là où j'allais en venir. Est-ce que tu considères que ta communauté ou ton image comme quelque chose de monnayable, etc., est-ce que tu te considères comme un média en tant que tel? Quand tu dis un truc, t'as 17 millions de personnes qui t'écoutent. Après, c'est pas 17 millions mensuels, hein, c'est sur l'historique. Bah, après, aujourd'hui, n'importe qui va faire un TikTok, il va être écouté, donc... Mais est-ce que t'as ça en tête? En te disant, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pas trop. Je t'avoue que pas trop. Non. Et je pense que c'est ça aussi que les gens aiment bien, c'est qu'il y a pas mal de spontanéité dans ce que je fais. Il y a ce côté peut-être aussi assez proche des gens, sans filtre. C'est ce qui marche. Et c'est ce qui fait aussi que forcément, des fois, je prends pas trop de recul. Après, bon, je dis ça malgré tout. Je crois qu'on en avait parlé lorsqu'on s'était eu au téléphone. Par exemple, le live, j'aurais du mal parce que des fois, je sors des trucs que je me dis oula, ça va pas passer, et après je le coupe au montage, quoi. Donc on va dire que je suis un minimum regardant sans non plus me dire oh là là, cette vidéo va avoir un impact énorme sur mon audience, tout ça. Comme je te dis, j'ai clairement pas, moi ce que j'aime c'est parler d'automobile. Il y a des marques que j'aime beaucoup, il y a des marques que j'aime pas du tout, voilà. Et puis après les gens regardent ou pas. C'est quoi ton plus gros succès, ta plus grande fierté sur les 6 dernières années? Bah, c'est de pouvoir tenir au quotidien, d'avoir réussi à faire de ce qui était de base quand même un projet très hypothétique, c'est devenu de plus en plus du concret, alors que de base c'était quand même un rêve. C'est bah tu vois, là j'étais à Rétromobile, j'étais avec tout le staff de Turbo, Automoto, les plus grosses chaînes YouTube auto, et ça bah tu me disais il y a 10 ans, c'était des rêves d'enfant, quoi, de côtoyer ce monde-là, et ouais, c'est vraiment ma plus grosse satisfaction, quoi. Clairement. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? D'être passionné, vraiment. Ouais. C'est nul à dire, entre guillemets, parce que ça paraît évident, mais en fait, c'est quelque chose qui prend tellement de temps et on se le mange, entre guillemets, faut aimer les voitures. Enfin, moi, des fois, je me dis, heureusement vraiment que je suis complètement zinzin avec ça, parce que quelqu'un qui fait ça, entre guillemets, juste pour un business, c'est pas possible. Tu peux pas. Ou à moins d'avoir un budget énorme de base, voilà, mais sur la durée, tu tiens pas. Pour moi, c'est humainement pas possible parce que, bah, par exemple, je travaille énormément plus qu'avant quand je travaillais en marketing digital, quoi. Pour des revenus très aléatoires. Des fois, je gagne plus, des fois, je gagne beaucoup moins, quoi. Donc, en se lançant, faut vraiment avoir la conviction que ce soit quelque chose qui anime depuis longtemps, pour moi. Est-ce que tu as un objectif, une ligne d'horizon à atteindre? Voilà, je suis à quasiment 70 000 abonnés. On va viser les 100 000, hein, déjà, ça sera sympa sur YouTube. De base, je m'étais dit 2026, il y a quelques années, quand ça progressait bien. Bon, là, je pense que ça sera plutôt 2027, mais ça serait un beau challenge pour 2026. Je crois pas du tout, mais non, mais ouais, ça va être ça. Et puis, surtout, l'objectif, en fait, c'est que ça dure, tout simplement. Parce que, enfin, là, même s'il y a énormément de contraintes, comme on l'a dit, à partir du moment où on fait quelque chose qui nous anime, c'est formidable. Tu te vois faire ça toute ta vie? Je sais pas. C'est vrai que c'est une question. Alors moi je me la pose pas trop, mais c'est souvent des proches ou quoi qui me posent la question. Ou souvent on me dit ça serait bien que tu travailles pour Turbo, tout ça. Et moi à chaque fois je dis non, je veux pas, parce que l'indépendance que j'ai, elle n'a pas de prix en fait. C'est génial. C'est dingue que tout le monde veuille. Alors c'est ce que tous les youtubeurs disent, c'est tout de suite. Pour les gens qui viennent pas de ce milieu-là, la consécration, c'est de rentrer à la télé. C'est fou ça. Alors que mais alors quand je dis non, les gens doivent se dire c'est parce qu'il y arrivera pas ou quoi. Alors que je suis sincèrement premier degré, ça m'ennuierait de travailler pour Turbo. Il y a un côté, ça serait très cool parce que forcément, t'as des budgets dingues, tu fais ce que voilà, t'as des budgets dingues, tout ça, mais tu fais pas ce que tu veux. Donc justement, voilà, parce qu'après t'as une ligne édito à respecter, t'es tout le temps à droite à gauche. Partout dans l'Europe et tout ça, et c'est vrai que moi j'aime bien rester vers Bordeaux et puis je fais un petit peu ce que je veux, et d'avoir finalement une indépendance et puis sa propre ligne édito, ça, je trouve ça incomparable. Donc pour répondre à ta question, toute ma vie on verra bien,
Après, je pense que les choses évoluent, donc peut-être que j'évoluerai en fonction aussi de comment ça se passe. Mais en tout cas, pour l'instant, clairement, là, si tu me dis si je dois dire oui ou non, j'ai envie de dire oui. Dernière question. Si tu pouvais parler au Jacques qui se remet gentiment de son 31 décembre, qui s'apprête à poster sa première vidéo, qu'est-ce que tu lui dirais? Oula, de 2020 du coup. Ouais. Ouais, c'était un 31 décembre très arrosé en plus. Ceci implique peut-être cela. Ah, celui-là, il était rude, hein, je t'avoue que. Qu'est-ce que je lui dirais? Bah, je lui dirais de persévérer, mais bon, finalement, c'est ce que j'ai fait, donc non, mais je lui dirais que ça va bien se passer. Étonnamment, parce que ça paraît dingue. Et je lui dirais surtout quoi qu'il arrive, de pas lâcher. Mais bon, ça, c'est clairement ce que j'ai fait après. Mais c'est vrai que ce qui est dur, vraiment, surtout au début, c'est le regard des autres, quoi. Le cercle proche. Et à la fois, tu peux le comprendre parce que t'es dans un métier carré, t'as tout qui va bien. Et là, tu te lances sur YouTube. Alors, surtout pour des personnes avec un certain âge. Alors, ça paraît. Moi, je raconte des fois à mon grand-père ce que je fais. Il aime bien, hein. Du coup, je le mets sur la télé, il hallucine. Mais pour lui, enfin, il comprend pas. Il ne comprend pas ce que je fais. Même quand je lui montre des vidéos, tout ça, il comprend pas. Enfin, c'est de la magie, quoi. Et c'est ça, quoi. Même s'il y a des gens qui vont se moquer, tout ça, si tu crois en ton truc, il faut persévérer, 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 jusqu'à un certain point, forcément. Si après, tu commences à être vraiment en galère d'argent, voilà, c'est des questions qui se posent. Mais tant que tu as l'opportunité, puis il faut saisir le moment aussi. Moi, c'est vrai que je sais pas, il y a eu le Covid, ce genre de choses. Enfin, même si je l'ai lancé un petit peu avant, de base, j'avais lancé en parallèle. C'est le Covid qui m'a fait me rendre compte que je me disais, mais là, c'est pas possible, en fait. Enfin, je veux pas continuer à bosser pour cette entreprise. Voilà. Si c'était très gentil avec moi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que finalement, le fait d'être entrepreneur, c'est quand même vachement bien. Et pourtant, vraiment, de base, je pense que j'étais le plus hermétique à ça. Comme quoi, vraiment, des fois, on se trouve des natures qu'on n'a pas du tout de base. Mais il faut qu'il y ait la passion. Enfin voilà, il faut la passion, l'idée, il faut quelque chose. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toi pour l'invitation, hein, c'était formidable. Je remercie Thibaut Dupieris pour le montage et les équipes de Conseil Finance et Transmission pour leur soutien sur cette belle aventure. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Ce projet n'est pas seulement le mien, je tiens à ce qu'il évolue avec ses auditeurs.